Athéniens, vous qui êtes les meilleurs des hommes citoyens de la ville, la plus importante et la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance, n'avez-vous pas honte de vous soucier de la façon d'amasser le plus de richesses possible alors que vous n'avez rien à faire de la pensée, de la vérité, de l'amélioration de votre âme? En réalité, ça ne vous tracasse même pas. Voilà ce qu'il pense de ses contemporains. Donc on connaît Socrate comme le créateur de la philosophie morale, et on le connaît à travers les dialogues de son disciple Platon. Hein, Socrate n'a rien écrit, c'était un homme de l'oralité. Donc on va redécouvrir ce personnage très en couleur, vous allez voir, et en le remettant dans le moment particulier dans lequel il a vécu, parce qu'en fait on va s'apercevoir que c'est ce contexte socio-culturel qui a fait aussi l'homme qu'il a été. On ne naît jamais de rien, il y a toujours une ascendance, il y a toujours des inspirations, il y a toujours des maîtres en philosophie, même Socrate. Et on va aussi essayer de comprendre quelques éléments de sa philosophie, mais surtout de sa pratique philosophique. Parce que si on aime tant Socrate aujourd'hui, pour tous les chercheurs de vérité et pratiquants d'une philosophie qui se tournent vers l'être, vers le spirituel, comme nous le faisons, eh bien, c'est parce que son message est toujours actuel et toujours efficient. Voilà. Donc, on va se transporter en moins 455 avant Jésus-Christ. Donc, au milieu du 5e siècle, à Athènes, en Grèce. Donc, Athènes n'est pas encore cette ville magnifique de marbre et d'or qu'elle va devenir. Elle n'est pas encore ce phare intellectuel, artistique de la Méditerranée. Ben, cette Athènes-là, ce matin-là, peut-être il fait chaud, imaginons que c'est le mois de juillet, c'est un peu sale. Ça ne sent pas très bon dans les rues. Il n'y a pas encore de beaux temples avec des beaux frontons, il n'y a pas encore des belles statues des héros drapées dans leur gloire. Non. Et en plus, nous sommes dans un quartier qui est plus modeste de la ville. Nous sommes dans le quartier des artisans. Donc imaginez que c'est le petit matin et les artisans, comme il fait très chaud, ils commencent à travailler très tôt. Comme aujourd'hui dans tous les pays chauds de la Méditerranée. C'est pareil. Et donc, tous les artisans de ce quartier se mettent à l'œuvre. Et là, il y a une modeste petite boutique, un atelier. Et par la porte entrouverte, imaginons qu'on voit un jeune homme de 15-16 ans, les yeux plissés, qui transpire déjà, couvert de transpiration, et il tient un gros maillet à la main et il frappe sur une pierre. Eh bien, ce jeune homme, c'est Socrate. Ou plutôt, je vous donne son nom d'usage en grec ancien, ça donne Socrates Lopékéten. Je l'ai marqué là, qui veut dire Socrate du quartier d'Athènes. Souvent, les gens portaient le nom de la ville ou du quartier duquel ils venaient. Donc, c'est un apprenti, il travaille pour son père. Donc, c'est un apprenti, comme la ville en compte des milliers à ce moment-là. Donc, son père est tailleur de pierre, il a une échoppe, et il s'appelle Sophronisque. Et sa mère s'appelle Phéranète, et elle est sage-femme. Et on verra l'importance du métier de sa mère pour Socrate. Et il a aussi un frère qui s'appelle Patroclès. Donc c'est une famille sans histoire d'artisans. Et donc Socrate naît en moins 469 avant Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, dans cette moitié du 5e siècle, Athènes est en pleine reconstruction. Il y a des dizaines d'échafaudages partout qui se dressent dans les rues.
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la ville sort tout juste d'une très longue et difficile période de guerre. Entre 490 et 479, Athènes a subi les invasions perses. Donc c'est ce qu'on appelle ce conflit entre la Grèce et les Perses, ce sont les guerres médiques. Donc Athènes a gardé beaucoup de cicatrices, beaucoup de traces de ces invasions. Et donc Athènes est rénovée. Et donc il y a un personnage très important qui va être l'artisan de cette rénovation, le penseur, le génie, un jeune et ambitieux stratège qui s'appelle Périclès. Donc, c'est le fameux 5e siècle athénien, le siècle de Périclès, qui va aller, en fait, on parle du siècle, mais en fait, en temps réel, c'est à peine 70 ans, le siècle de Périclès. Donc, on va voir que c'est coincé entre deux guerres. Ce miracle d'or, cette période inouïe de progrès scientifique, artistique et politique pour Athènes, en fait, est un épiphénomène de la Grèce classique. Donc Périclès, il va reconstruire la ville pierre après pierre. Donc il va demander à 3 architectes de concevoir un temple d'une nouvelle sorte en hommage à la divinité de la ville qui s'appelle Athéna. Donc ces 3 architectes s'appellent Iktinos, Callicrates et Phidias. Et ils vont imaginer ce qui va devenir le Parthénon. Et donc, lorsque Socrate a 15 ans, eh bien en fait, la colline de l'Acropole n'a pas de temple. Le temple n'est pas encore là. Et les travaux, on est en train de préparer la colline pour recevoir le temple. Et donc, dans l'atelier de son père, de Sophronie, les commandes abondent. Il va falloir des tailleurs de pierre, vous imaginez, pour construire le Parthénon. Donc, la conjoncture, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la conjoncture économique est très favorable pour les artisans comme Sophronis. Ce qui va lui permettre à cet artisan d'offrir à ses enfants une bonne éducation. Et il va pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Il a de l'argent. Des enfants d'artisans n'allaient pas forcément à l'école dans l'Antiquité grecque. Donc, Socrate et son père vont connaître les lois de l'école de l'âge de 5 ans à l'âge de 14 ans. Donc, dans les dialogues qui s'appellent le thé et tête, Platon nous décrit ce Socrate enfant qui est dit d'une nature joyeuse, mais qui était un bon élève, toutefois avec une personnalité insolente, provocatrice et indomptable. Donc déjà enfant, c'est un petit diable, ce Socrate, visiblement. Donc il a 2 amis. Alors ses amis, c'est important de les citer parce qu'il va les garder toutes les amies. Ses amis vont être toujours là pour Socrate, ses amis d'enfance. Le dernier fera tout pour le sauver lors de son procès, l'autre sera déjà mort. Donc il s'appelle Criton et Chéréphon. Je ne sais pas si je prononce bien. S'il y a quelqu'un qui est bon en grec, il faudra qu'il me dise si je prononce bien ce mot Chéréphon. Je ne sais pas si ça se dit ça. Donc ils vont apprendre, Socrate et ses deux compères, la poésie, la géométrie, la musique et le sport. Donc en fait, c'est une éducation très complète. On dirait aujourd'hui que c'est une vision et une éducation holistique, c'est-à-dire qu'il prend l'homme, l'être humain dans sa globalité. En fait, c'est une éducation qu'on va retrouver dans l'académie platonicienne notamment, qui privilégie d'éduquer sur les différents plans de l'homme. Pour les Grecs, il n'y a pas l'esprit plus important que le corps. Il y a l'esprit, il y a le corps, mais il y a un plan intermédiaire qui s'appelle la psyché ou l'âme. Et donc, il faut éduquer tous les plans. Les uns sont aussi importants les uns que les autres. Donc, on est là pour l'esprit, on va faire de la géométrie, des mathématiques, de l'histoire, de la littérature à travers les grands mythes de création. Donc,
Socrate va étudier la théorie d'Hésiode, qui raconte l'origine du monde. Il va aussi apprendre Homère, les grandes épopées d'Iliade et l'Odyssée. Donc tout ça, ça forme déjà le socle de la pensée grecque et déjà ce qui sera toute la littérature occidentale, hein, le 5e siècle avant Jésus-Christ. Toutes ces bases-là sont posées. Et pour l'âme, la psyché, il va faire de l'art. Hein. Donc, il va chanter, il va jouer de la lyre, il va jouer de la flûte. Hein. Et pour le corps, bien sûr, c'est primordial dans l'éducation des Grecs, hein, le sport. Et surtout qu'il y a les Jeux Olympiques qui existent déjà depuis moins 776 ans. Et tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. Donc c'est une affaire très sérieuse déjà. Hein. Vous voyez, nous avons un héritage lointain. Hein. Donc nous sommes héritiers d'une longue tradition. C'est intéressant de s'intéresser à ce berceau culturel aussi qui est la Grèce, ce nouveau monde. Et Socrate, il va se mesurer aux adolescents de son âge, à la lutte, à la course, au javelot. Et bien, ce sport, associé à toutes les autres pratiques, fait des beaux jeunes hommes. Ces beaux jeunes hommes, on les appelle des éphèbes. Donc, ces beaux jeunes hommes, des garçons uniquement. Je ferai un petit aparté quand même sur les filles. Donc, je disais que la beauté physique à peine est très importante. Et pourquoi? Parce que le corps, dans la vision grecque, eh bien, un corps aux belles proportions respectées, va être en fait à l'image du cosmos, à l'image de l'ordre de l'univers. Donc, il y a un petit problème, c'est que pour Socrate, ce culte de la beauté est un peu problématique. Parce que Socrate, c'est tout sauf un éphèbe. Donc voilà, il ressemble à ça, visiblement, comme on le montre sur les statues. Donc un nez un peu trop gros, des yeux globuleux, une bouche épaisse. Et à Athènes, être laid, c'est presque une insulte. Alors, j'ai parlé des beaux garçons, mais quand même, dire quelques mots sur les filles dans tout ça. Bien, franchement, dans la Grèce antique, me semble des femmes les moins très enviables. Hein. Elles sont à la maison. La plupart du temps, elles attendent l'âge de 14 ans pour se marier. Et leur rôle est de procréer, d'assurer une bonne descendance. Voilà. Donc, elles n'ont pas le droit d'être propriétaires. Elles ne peuvent pas hériter et elles vont dévendre toute leur vie d'un homme, que ce soit leur mari, leur père, leur frère ou leur fils. Voilà un peu la condition. Alors pourquoi je te parle des femmes? Peut-être parce que je suis une femme et que j'ai envie de parler de ces pauvres femmes grecques, mais surtout parce que Socrate, dans ce monde totalement misogyne, il va se démarquer. Et il n'aura pas justement cette vision misogyne qui avait cours à cette époque. On connaît 3 femmes remarquables qui ont beaucoup compté pour lui. Il y a Danaüs, sa mère, Phénarète, la sage-femme, donc elle a touché toutes les femmes de la haute société athénienne. Et Phénarète, elle va lui donner l'amour de la vie, elle va lui donner l'art d'enfanter. Et on verra que Socrate n'enfantera pas les corps, mais justement les âmes. Et il y a une autre femme qui s'appelle Aspasie. Oh, je ne sais pas si j'ai marqué. Aspasie, comme correspondance. Alors, Aspasie, c'est une courtisane. Les courtisanes, qu'on appelait les hétaïres, hein, c'était des femmes qui avaient un très haut niveau intellectuel hein, et qui étaient invitées dans les banquets. C'était les seules femmes qui étaient invitées dans les banquets et qui prodiguaient aussi quelques services à ces messieurs. Hein. Mais aussi leur intelligence, ma foi. Hein. Donc, c'était pas sois belle et tais-toi. Si tu es belle et intelligente en Grèce, tu pourras être la courtisane. Si tu t'appelles Aspasie, du beau Périclès quand même. C'était la compagne de Périclès.
Et cette Aspasie, elle avait, dit-on, un petit cabinet de rhétorique. Donc elle était très très inspirée par la philosophie. Et c'était une grande amie de Socrate. Et c'est elle qui va lui donner ce goût du perfectionnement, du travail intérieur. Donc ça, c'est la deuxième femme importante pour Socrate. Et la troisième, c'est une grande prêtresse. Cette grande prêtresse, s'appelle Diotime de Matinée. Donc Diotime, c'est son nom, et elle vient de Matinée. Donc Diotime de Matinée, c'est la grande prêtresse d'Apollon que Périclès va faire venir après la peste. On verra qu'il y a eu la peste aussi à Athènes. Pour diriger les cérémonies de purification de la ville. Et cette Diotime, elle va avoir un impact irréversible sur Socrate. Elle va l'initier au mystère de l'amour, mais l'amour avec un grand A. Elle va l'initier au mystère d'Eros. Et ce héros, c'est vraiment, comment pourrait-on le traduire, mais comme la force de réconciliation ultime qui permet d'unir tout ce qui est opposé, tout ce qui est contraire. Et c'est cette force qui permet de cohésionner la vie et de faire circuler la vie. Diotime, on la connaît parce qu'en fait, c'est le personnage dont parle Socrate dans le dialogue, le banquet de Platon. Chaque convive fait un éloge sur l'amour. Et donc, le dernier éloge est l'éloge de Socrate. Et il va faire parler cette grande prêtresse qui l'a inspirée, qui s'appelle Diotime. Donc, je reviens à Socrate de ses 14 ans. J'ai fait un petit aparté pour dire que bien, quand il va avoir 14 ans, Socrate, il va quitter l'école. Parce que, en fait, son école est finie, en fait. Et après, les jeunes Grecs de l'aristocratie prenaient des précepteurs pour avoir des postes particuliers. Et là, ses parents n'ont pas les moyens, ils ne sont pas assez riches. Donc, il a fini son apprentissage à l'école et il va rejoindre, son destin est tout tracé, il sera tailleur de pierre. Mais non, parce que Socrate, il n'est jamais là où on l'attend. Donc, Socrate, il n'a plus tellement envie d'être tailleur de pierre. Lui, ce qu'il adore, c'est rêver toute la journée, se balader dans Athènes. Et à cette époque-là, dans Athènes, il y a beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup de personnages étranges qu'on appelle des philosophes. Donc Socrate a une vingtaine d'années. L'Athènes de Périclès, tout va bien, c'est le siècle d'or, l'économie est florissante. La ville est un centre culturel de première importance pour toute la Méditerranée. Et donc ça va attirer plein de gens. Donc ça va attirer des peintres, des sculpteurs, des poètes, ça va attirer les philosophes. Et tous ces gens-là arrivent avec un vent frais d'idées nouvelles et des fois un peu révolutionnaires. Alors, bien qu'on soit en démocratie, déjà, à cette époque, ces philosophes, avec leurs idées bizarres, ils inquiètent quand même un peu la démocratie grecque. Hein, ils chamboulent un peu les idées de l'ordre établi. On va prendre un exemple, pour que vous compreniez. En 467, il y a un météorite qui traverse le ciel d'Athènes. Donc pendant quelques heures, les habitants sont effrayés par l'apparition d'une boule de lumière dans le ciel. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour un grec de cette époque-là, c'est forcément un message des dieux. C'est forcément une mise en garde des dieux contre une menace quelconque. Hein, ou pour les punir. Donc, et là, il y a un philosophe qui s'appelle Anaxagore, qui va, lui, s'aventurer en dehors des sentiers battus. Il va y proposer une autre explication. Il veut dire non, ce n'est pas les dieux du Panthéon qui sont responsables de cette boule de lumière. S'il y avait d'autres explications, si les corps célestes qui illuminent la lune n'avaient rien à voir avec les dieux, si c'était
des boules de matière qui traversent le cosmos à des vitesses infinies. Si le Soleil n'était en fin de compte qu'une planète remplie de gaz, la Lune, une terre flottant dans l'espace sans raison particulière. Bref, si le monde pouvait se comprendre avec la seule raison sans avoir besoin de recourir à une explication religieuse. Ah oui, mais dans la démocratie grecque, on ne voit pas forcément ces choses-là sous un bon oeil. Hein? Le monde est plus simple dans la vision grecque. Hein, il y a un panthéon, il y a des dieux qui sont des espèces de forces de la nature personnifiées qu'il faut respecter et qui donnent l'ordre du monde, qui commandent l'ordre du monde. Mais cette façon de voir les choses, Socrate, il adore. Hein. Pour lui, Athènes, c'est un paradis sur terre. C'est une ville peuplée d'artistes, d'intellectuels, de philosophes dissidents, génial. Pour Socrate, la rencontre avec ces philosophes, c'est un éblouissement. Et il va rencontrer notamment un philosophe qui s'appelle Zénon d'Élée, ou Zénon qui vient d'Élée, on va dire d'Élée, et qui a été en fait l'élève d'un philosophe qui est mort, et puis un grand philosophe qui s'appelait Parménide. Et ce Zénon, il va lui parler bien sûr de Parménide, mais il va lui parler d'Héraclite, il va lui parler d'Anaxagore, et avec des visions du monde tout à fait nouvelles. Hein, il lui dit que Héraclite déclare que tout ce qui existe a un caractère impermanent, que tout passe, tout change en permanence. Héraclite, c'est celui qui a dit on se met jamais 2 fois dans le fleuve. Il va lui parler de Parménide, qui lui pense que le mouvement et le changement sont des perceptions humaines, illusoires, que la réalité est un être immuable. Et surtout, quelqu'un qui va énormément marquer la pensée grecque, c'est Anaxagore. Anaxagore, il est connu pour sa vision complètement révolutionnaire du cosmos. Il va expliquer qu'en fait, il n'y a pas des dieux, mais il y a une intelligence cosmique, un esprit qui organise et imprègne la matière. Et cet esprit-là, on va l'appeler le nous. Donc le nous qu'il y a dans l'homme, c'est aussi le nous qu'il y a à une autre échelle dans le cosmos. Donc tout ça, c'est magnifique pour Socrate. C'est un bouillonnement d'idées nobles et radicales. Et ce qui est très important dans ce moment-là à comprendre, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'esprit humain, oui, l'homme est au centre. Ce ne sont plus les dieux qui gouvernent le destin des hommes, mais eux-mêmes, les hommes qui vont gouverner leur propre destin. Donc là, on est vraiment dans un tournant. C'est quoi un philosophe avant Socrate? Il y a un philosophe que j'ai cité, Parménide, Héraclite, Anaxagore, on les appelle les présocratiques à cette époque-là. C'est venu après le terme présocratique. Présocratique, ça veut dire avant Socrate. On les appelle les physiciens. Les physiciens, oui, ça vient de physis. Je ne sais pas si j'ai noté. Physis, ça veut dire la nature. Et en fait, c'est les philosophes de la nature. Avant Socrate, on se pose peu de questions sur l'âme humaine. On va se poser des grandes questions sur le monde, sur la nature des étoiles, du soleil avec des planètes, comment le cosmos fonctionne. Hein, donc c'est un peu les scientifiques de l'époque. Mais il y a un nouveau type de philosophe qui va arriver à Athènes à ce moment-là. Ce sont les philosophes de l'homme. Et il y a un groupe de penseurs qui arrive, donc vers moins 450, qu'on va appeler les sophistes. Alors, leurs noms sont très connus. Ils s'appellent Protagoras, Gorgias, Prodicos, Hippias pour les plus connus. On les connaît parce que c'est ceux-là même que Platon va mettre en scène dans ses dialogues. Donc, pour nous, aujourd'hui, le mot sophia veut dire sagesse. Mais à cette époque-là, ça voulait aussi dire savoir, le savoir. Donc, les sophistes, ils vont se définir comme ceux qui possèdent le savoir. Donc, ils détiennent le savoir et ils vont l'enseigner aux jeunes Athéniens fortunés et ils vont gagner plein d'argent, ils vont devenir riches et puissants.
en enseignant, en devenant des professeurs. Donc, chez les sophistes, il y a l'idée que dans une démocratie, tout le monde peut exprimer son opinion. L'opinion, c'est la doxa, dans le but de convaincre. Mais cela s'apprend, et ça s'apprend auprès d'eux, les grands professeurs. Donc, ces philosophes, ils ont une posture ambivalente. C'est qu'à la fois, ils sont hyper respectés. Par exemple, beaucoup de pouvoir, mais quand même, ils sont très critiqués pour les idées respectueuses qu'ils permettent. Parce que former la jeunesse à exprimer des opinions peut amener à certains débordements. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la démocratie grecque, quand même, tient à garder ses bases. Comme tout système, il ne veut pas se réformer par la contestation. Donc, Socrate, lui, va se former aussi auprès d'un sophiste, qui s'appelle Prodicus. Et ce Prodicus, qui n'est pas un des plus grands sophistes, c'est visiblement un des moins chers qu'il peut se payer, dont il peut se payer les cours. Donc, Prodicus, il va l'enseigner au dialogue. Donc, il va l'enseigner, lui apprendre à s'exprimer correctement face aux arguments adverses. Donc, Socrate, qu'est-ce qu'il va faire? Devenir sophiste? Non. Donc, Socrate, il ne va pas suivre le chemin des sophistes, justement. Pourtant, il est formé pour. Mais lui, gagner de l'argent en dispensant son savoir, ça ne l'intéresse pas du tout. Il va même se détourner des sophistes et ensuite il va les critiquer. C'est ces sophistes-là qu'il va confronter dans la rue. Donc, voilà ce que relate Platon dans l'Apologie de Socrate. Donc, c'est Socrate qui parle aux Athéniens et qui leur dit « Athéniens, vous qui êtes les meilleurs des hommes citoyens de la ville, la plus importante et la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance, n'avez-vous pas honte de vous soucier de la façon d'amasser le plus de richesses possible alors que vous n'avez rien à faire de la pensée, de la vérité, de l'amélioration de votre âme? En réalité, ça ne vous tracasse même pas. » Voilà ce qu'il pense de ses contemporains. Donc en 435, Socrate, il décide de devenir philosophe. Il a 35 ans. Donc il va sur l'Agora. Donc là, l'Agora, c'est le lieu du commerce, c'est le lieu de la vie, des échanges. Et il va commencer son enseignement. Alors il n'est pas professeur, il n'enseigne pas dans une maison privée ou dans les classes. Il n'est pas un sophiste. Son espace à lui, c'est la rue. Donc il discute, il déambule, il est pieds nus, tel qu'il est décrit, vêtu d'une simple tunique, hiver comme été, il est négligé, il a la barbe mal taillée. En fait, il se moque des conventions. Il est quand même un brin provocateur. Il se moque de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la société de consommation. Donc son but, c'est pas de convaincre, ni de devenir un influenceur. Il va amener ses contemporains à réfléchir par eux-mêmes, et surtout, il peut les amener à être plus vertueux. Donc voilà notre Socrate à 35 ans. Il commence son métier de philosophe dans la rue. Mais à 39 ans, il va y avoir un événement particulier. Sparte, la cité État ennemi d'Athènes, va arriver aux portes d'Athènes. Donc Socrate et ses amis sont réquisitionnés, comme tous les hommes de moins de 60 ans d'Athènes, pour aller à la guerre. Donc il reprend sa vieille cuirasse et il part à la guerre à 5 km d'Athènes, dans une ville froide, inhospitalière, qui s'appelle Potidée. Et sur le champ de bataille, Socrate est décrit comme un bon soldat. En fait, Socrate, c'est un bon citoyen, au service de sa vie. Il est écrit par ses camarades comme étant le plus fort moralement. Malgré les conditions de vie difficiles, le froid, la faim, la pluie, il ne se plaint jamais. En fait, il résiste à toutes les privations. Et là-bas, il va faire une rencontre qui va être très importante pour lui. Il va rencontrer un magnifique jeune homme dont il va en faire un de ses grands amants, on ne sait pas trop, qui s'appelle Alcibiade.
Alcibiade, il a 19 ans. Il est beau, il est riche. C'est un enfant de l'aristocratie, de la jeunesse dorée d'Athènes. Et Socrate va s'enticher de ce jeune homme qui est de 20 ans son cadet. Et pendant 20 ans, il va essayer de l'initier au perfectionnement moral et spirituel. Il va essayer d'être son maître, en fait, son maître en philosophie. Mais Alcibiade, il ne va pas suivre son chemin. Lui, il préfère le paresse, il préfère la gloire, il préfère l'argent, la compétition, la politique, la débauche. Il va même être accusé de trahir Athènes. Et il va faire les pires frasques possibles et inimaginables, Alcibiade. Et donc ça, c'est une terrible déception pour Socrate. Il va vraiment le mettre en crise. Et il va s'apercevoir qu'il a échoué et surtout que la vertu, ça ne se transmet pas. Que c'est à chacun de la vouloir, de la chercher en soi. On ne peut pas forcer quelqu'un à être libre. Non, ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça que cette expérience va le renforcer dans l'idée qu'il ne doit pas dispenser son enseignement à une seule personne, mais aller à la rencontre de tous dans la rue. Donc, après 2 ans de guerre, il va revenir après une campagne militaire épuisante qui revient à Athènes. Et là, il arrive dans une ville malade, sclérosée, qui ne ressemble pas du tout à l'Athènes flamboyante qu'il a quittée. Et cette maladie dont souffre Athènes a un nom. La peste. La peste est entrée dans la ville. Et Socrate, il arrive avec, comme tous les soldats, un peu traumatisés de la guerre. Et il arrive dans une ville qui a tué déjà 80 000 Athéniens de la peste. Et tout le monde est touché par le deuil et la solitude à ce moment-là. Tout le monde a perdu un membre de sa famille, et on imagine que Socrate aussi. Et donc il a 40 ans, il se sent totalement inapte pour le coup à être tailleur de pierre et à reprendre les chambres de son père. Et il va continuer son chemin de philosophe dans la rue. Donc il va reprendre son habit de philosophe. Et à Athènes, à ce moment-là, les gens sont en colère. Ils sont déçus par Périclès, parce que cet homme qui a gouverné pendant 30 ans, qui était vraiment le héros infaillible, eh bien, on va l'accuser de tous les maux. On va l'accuser de vider les caisses de l'État pour financer la guerre. On va l'accuser d'avoir fait rentrer la peste dans les murs de la ville. Et il va être démis de ses fonctions, il va être déchu de ses droits civiques. Et il va avoir une fin bien triste, ce Périclès, parce qu'en moins 429, il va à son tour être frappé par la peste et il va en mourir. Voilà. Donc Socrate va se marier aussi. Il est avec une femme qui n'est pas décrite de façon très gentille, qui est un peu décrite comme acariâtre par les amis de Socrate. Elle va lui donner 3 fils. Bon, après, on peut comprendre cette Xanthippe avec un mari désinvolte, qui ne gagne pas d'argent, qui n'est jamais à la maison la journée, mais dans la rue. Et le soir, il se festoie dans les banquets, dans la haute aristocratie athénienne. Il est invité partout. Il a ses entrées partout. Donc, jusqu'à l'âge de 70 ans, il va continuer sa vie de philosophe. Jusqu'en moins 399, où là, il va avoir quelques problèmes avec l'État, avec la ville d'Athènes. Il va y avoir une conspiration contre Socrate. Et va avoir lieu le fameux procès de Socrate. Donc, sa pratique philosophique, qu'on va voir tout à l'heure, lui a valu quand même de se faire pas mal d'ennemis. Après Périclès, il y a eu beaucoup de troubles, il y a eu une période où il y a eu des tyrans au pouvoir, les 30 tyrans. Bien que cette tyrannie-là soit terminée, les démocrates qui sont à nouveau au pouvoir sont complètement corrompus, les magistrats sont incompétents, et ils participent à une espèce de corruption générale, ces magistrats. Donc, et là on appelle Socrate le T-O-A-N, le ton d'Athènes, temps d'Athènes, je sais pas comment ça se prononce. Le ton, c'est une espèce de mouche qui pique.
Donc voilà, il est décrit comme ça, et il devient des événements majeurs qu'il faut faire disparaître. Donc, il y aura un complot pour faire disparaître Socrate. Donc il y a un vieux notable qui s'appelle Anytos, qui va persuader un plus jeune qui s'appelle Mélétos d'entamer un procès contre Socrate. Mais pour faire le procès, il faut des chefs d'accusation. Et Socrate encourt la peine de mort. Donc les chefs d'accusation de Socrate sont les suivants. Premier chef d'accusation, il est accusé d'impiété. Deuxième chef d'accusation, il est accusé d'introduire de nouvelles divinités dans la cité. Et troisième chef d'accusation, il est accusé de corrompre la jeunesse. Ah, pourquoi on l'accuse d'impiété? Alors, Socrate, lui, il ne lutte pas contre la religion en tant que telle, et il ne supporte pas la superstition qu'il y a autour de la religion. Donc, il condamne, en fait, cette vision anthropomorphique des dieux qui sont soumis aux passions, qui passent leur temps à se venger, à punir les hommes et à s'autodétruire. Tout ça naïf, tout ça un peu idiot. Donc il m'a beaucoup se moqué, effectivement, il critiquait cette religion d'État. Ensuite, on l'accuse d'introduire des nouvelles divinités. En fait, il n'introduit pas de nouvelles divinités dans la cité, mais il prétend que le seul Dieu avec lequel nous pouvons être en accord est notre âme immortelle. Donc, il va parler d'un daimon, le fameux daimon de Socrate. Donc, ce daimon, il ne faut pas l'entendre comme un démon, peut-être pour venir dans notre religion chrétienne, c'est plutôt en fait une voix intérieure qui lui dit ce qu'il ne doit pas faire. En réalité, ce nouveau Dieu qu'introduit Socrate est le Dieu qu'on appellerait aujourd'hui notre conscience individuelle. Donc ce Dieu qui est poursuivi par le tribunal d'Athènes, il n'est pas possible pour Socrate d'y renoncer. Socrate ne va pas renoncer à sa propre conscience. Et en ce qui concerne la corruption de la jeunesse, bien, Socrate dénonce beaucoup cette corruption justement d'État, cette injustice qui règne, et il va justement dénoncer cette fausse justice qui se cache derrière une fausse démocratie dont se sert une poignée de tyrans. Donc, parmi ces jeunes, là, il y a l'élite d'Athènes. Il y a les jeunes gens, les esprits les plus brillants d'Athènes qui suivent Socrate. Comme un certain Platon. Platon, il a alors 20 ans et il est ébloui par Socrate. Il le considère vraiment comme son maître. Et il va le suivre dans les rues, il va soutenir jusqu'au bout Socrate et son idéal de justice. Si vous tenez fou, je vais vous lire un petit extrait qui est tiré de l'Apologie de Socrate. L'Apologie de Socrate, c'est le livre de Platon qui relate tout le procès de Socrate. Et le défenseur de Socrate, c'est Socrate lui-même. Donc il va parler à ses accusateurs. C'est très beau, je vous conseille, si vous voulez lire l'œuvre de Platon, vous pouvez commencer par le procès. Alors, voilà ce que dit Socrate. Mon seul souci est d'aller et de venir dans la ville pour vous persuader, vous, jeunes et vieux, de ne pas accorder à votre corps et à votre fortune plus d'attention qu'à votre âme. Tout ce que je dis, ce n'est pas de richesse que vient la vertu, mais c'est de la vertu que viennent les richesses. Si en disant ça, je corromps la jeunesse, alors d'accord, je plaide coupable. Mais prétendre que je dis autre chose, c'est de la calomnie. Alors, citoyens d'Athènes, écoutez-moi bien. Faites comme bon vous semble. Suivez ou non la vie d'Anytos. Acquittez-moi si cela me chante. Mais sachez que je ne changerai rien à mon comportement, même si je devais être condamné et mourir 1000 fois. Donc c'est très beau d'entendre la voix de Socrate, d'entendre la grandeur d'âme qui s'exprime, la conviction profonde, le courage face à la mort aussi. Donc, et justement, Socrate est condamné à mort.
par un jury populaire composé de 501 personnes. Donc les jurys populaires, c'était un peu comme un jury aujourd'hui, c'était des gens qui allaient au sort. Et c'était 500. Et donc il y en a 280. Alors parmi eux, il y a des gens qui aimaient Socrate, les artisans, ils étaient plutôt pour Socrate. Les commerçants, pas trop, parce qu'ils venaient fouiller le bazar en disant aux gens de ne pas pouvoir devenir des consommateurs. Eux, ils n'aimaient pas trop. Et dans l'aristocratie, certains l'aimaient beaucoup, et d'autres non. Donc c'est partagé. Donc il y a eu 280 personnes qui ont jugé Socrate coupable et 220 qui l'ont jugé innocent. Alors bien sûr, il aurait pu ne pas boire la ciguë, Socrate. Ses amis ont tout fait pour le sauver. Il y en a un, le fameux ami d'enfance, là, qui est encore vivant à cette époque-là, Cliton. Il est richissime. Il veut absolument payer une rançon pour sauver Socrate. Socrate lui, non, il n'en est pas question. D'autres lui disent, mais ça en exil, il n'en est pas question. Donc, il choisit de mourir, malgré les supplications de ses disciples, il va choisir de mourir comme il a vécu, libre, sans jamais renier ses idéaux. Donc, il accepte la sentence, il boit la ciguë et il meurt solennement entouré de ses disciples. Tout ça, c'est raconté d'une très belle façon par Platon dans l'Analogisme. Et il va dire cette phrase célèbre, très célèbre, « Mieux vaut subir l'injustice que la commettre ». Donc, c'est dans Gorgias. Donc ça dit sans ambiguïté la posture du philosophe, qui préfère souffrir de l'injustice plutôt que lui commettre une injustice. Et commettre une injustice pour un philosophe comme Socrate, c'est de vivre en quittant ses idéaux et ses convictions. C'est pour ça que Socrate, il est devenu l'icône de celui qui est prêt à mourir pour ses idées. La grandeur de Socrate vient aussi de cette mort courageuse et héroïque qu'il a choisie. Donc, on va parler maintenant de sa méthode. Sa méthode on lui donne un grand chapeau, on va dire, à cette méthode qui s'appelle la maïeutique. Donc, on a vu que Socrate, c'est un provocateur. Que la provocation fait partie intégrante de sa méthode. Mais au sens littéral, provoquer, ça veut dire créer des conditions pour que quelque chose ait lieu. Donc, pour expliquer un peu ce qu'est un dialogue avec Socrate, nous allons vous lire un dialogue de Socrate qui est extrait, un petit extrait qui nous vient de Hippias, la chambre de Platon. Et donc c'est Socrate qui va rencontrer Hippias. Donc je vais demander à mon ami Christian de faire la deuxième voix, je vais faire Socrate et il va faire Hippias. Hippias, qu'est-ce que tu fais là? Te voilà de retour à Athènes? Tu es magnifique. Oh, tu as l'air si savant. Ah, d'ailleurs, à ce propos, Hippias, toi qui es si beau et si savant, est-ce que tu peux me dire ce qu'est le beau? Je me demande ce qui est beau. Je ne te demande pas ce qui est beau. Écoute-moi bien. Je te demande ce qu'est le beau, Hippias. Il y a le beau, c'est une jolie fille. Ah, oh, mais quelle réponse brillante! Ah, mais jolie fille, tu dis. Mais il me semble qu'il y a d'autres choses belles, comme une lyre ou un cheval. Même une casserole peut être belle. Bon, bien sûr, une casserole à côté d'une jeune fille, mais à bien réfléchir, même la plus jolie des jeunes filles n'est rien à côté d'une déesse. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une infinité de choses belles, mais une seule réalité qu'on pourrait appeler le beau. Et qui fait que toutes ces choses-là sont belles. Alors, Hippias, dis-moi ce qu'est le beau. Bien, c'est facile. Le beau, c'est l'or. Ah oui. Réfléchis un peu. Eh bien, Prends une chose belle, mets un peu d'or dessus, et elle devient belle. d'accord. Alors,
Dirais-tu que la grande statue d'Athéna au Parthénon est belle? Il n'y a pas d'or dessus. Elle est faite d'ivoire, de pierre, pourtant elle est belle, n'est-ce pas? D'ailleurs, reprenons une seconde l'exemple de ma casserole. Si je mettais une cuillère en or dedans, est-ce que ce serait plus beau qu'avec une cuillère en bois? Je ne suis pas sûre, parce que l'or n'est pas fait pour mélanger la soupe. Moi, en tout cas, je préfère la cuillère en bois. Bon, ça va, ça va. En fait, tu veux que je te dise ce qui est beau pour tout le monde. Bien, ce qui est beau, c'est d'être riche. En bonne santé, vivre Dieu, d'avoir honoré ses parents et d'avoir des enfants. En somme, c'est d'avoir une bonne vie. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ce dialogue? Ah, c'est un dialogue petit. Que Hippias, c'est un grand sophiste, Hippias, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il se contente de trouver des exemples. Alors, ce que cherche Socrate, c'est de l'amener justement vers vos idées universelles, vers les principes qu'il y a derrière les choses. Il y a plein de choses qui sont belles, la multitude des choses, mais il y a une seule définition avec nous. Donc, Socrate, il cherche toujours à chercher l'universel derrière le particulier. C'est ça son travail. Et donc, il va utiliser l'humour, il va utiliser ces formes de provocation, somme toute bienveillante, et on va appeler ça, cette méthode de dialogue, c'est la marque de fabrique de Socrate, l'ironie socratique. Ça suit toujours le même schéma. Donc Socrate, il commence par poser la question qui l'intéresse. Ah, c'est qu'est-ce que le mot? Ça peut être le bien, ça peut être le juste. Et il va poser une interrogation sur un concept général qu'on utilise chaque jour, mais on prétend connaître, mais en fait, c'est pour ça que l'interlocuteur, il va affirmer par des exemples de ce qui est bon, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Alors Socrate, il ironise. Il fait semblant de trouver la réponse très présente. Puis il leur posait une deuxième question faussement naïve. Alors, si tu dis que le beau, le bon, c'est ceci ou cela, alors forcément, cela veut dire que. Et là, il va mettre l'autre face à ses contradictions. Il va montrer qu'il y a contradiction. Donc, l'interlocuteur, il est un peu gêné. Il est obligé de reconnaître qu'il a tort. Il va donner une deuxième définition à que Socrate va refuser à nouveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'interlocuteur finisse par s'écrier, et dans une espèce d'impasse qui s'appelle une aporie, il va s'écrire: waouh, tu me fatigues, Socrate, je ne sais pas moi ce qu'est le bon, le bien, et le beau, le juste. Eh oui, mais sauf que celui qui répond ça, c'est Hippias, un grand sophiste qui sait tout. Donc, on pourrait imaginer que c'était juste un mouvement d'hyperprogramme scolaire, mais en fait, c'est à ce point-là précisément que Socrate veut en venir. Son ironie sert à montrer que quand nous croyons savoir quelque chose, en réalité, nous ne savons rien. Et là, on va rejoindre justement un élément très important de la pensée de Socrate, qui est l'ignorance, la notion d'ignorance. Donc, je sais que je ne sais rien, nous dit Socrate. Au moins, il y a quelques phrases clés comme ça qu'on a entendues sur ce philosophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, l'histoire, tout ça vient. Donc le fameux Chéréphon, son ami d'enfance, il y a une tradition qui est d'aller voir la Pythie. La Pythie, c'est en fait une jeune fille qui est un oracle. Alors il va à Delphes, c'est le temple d'Apollon, et à travers cette Pythie va s'exprimer le dieu Apollon. Donc on pose des questions, on donne de l'argent, et la Pythie va donner la vérité. Voilà, ça marche comme ça. Donc il va poser la question suivante à la Pythie, à lui demander: quel est l'homme le plus sage d'Athènes? Et la Pythie répond: c'est Socrate. La Pythie. Donc Socrate, quand on lui donne en Chéréphon la réponse de la Pythie, il ne voit pas pourquoi ce serait lui le plus sage d'Athènes, alors que sa vie, franchement, c'est pas un modèle de perfection. Loin de là. Donc,
avec la méthode là qu'on vient de voir, qui est une socratique, qui va voir tous les savants de la vie, les scientifiques, les artistes, tous ceux qui sont compétents dans leur domaine, les hommes politiques, les architectes, et il va les amener à douter comme ça de leur propre savoir. Et il va leur montrer qu'ils ignorent ce qu'ils croient connaître. Donc, en fait, chacun va proclamer sa vérité. Et là, Socrate comprend ce que veut dire l'amitié. Et elle dit que l'homme sage, c'est celui qui accepte son ignorance. Donc, en fait, pour Socrate, le véritable ignorant, c'est celui qui croit savoir. C'est celui qui ne se remet jamais en question. Et donc, c'est ce qu'il reproche Socrate aux sophistes. Ils sont imbus de leur point de vue, de leurs opinions, ils ne se détenir la vérité et de se croire qu'ils rendent leur savoir. Alors, qu'est-ce que la vérité? Alors, on va se poser un peu sur cette idée de la vérité. Aujourd'hui, il est bon temps d'imaginer que chacun possède sa vérité. Hein, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, nous avons notre vérité, très bien. Mais je crois comme on parle, ça c'est pas possible. On ne possède pas chacun notre propre vérité. Par définition, la vérité, elle est une et universelle. Donc, par contre, chacun a sa conception de la vérité. C'est différent. Donc, ça remet en place la notion de subjectivité de la connaissance. Hein? On est connecté à une vérité, une grande vérité, hein? Le bon, le beau, le juste, ces grands modèles, mais nous, on a des parcelles de cette vérité. Donc, chacun possède un point de vue différent sur la réalité. Donc, je vais vous donner une image, on l'a sans doute tous vécu. J'ai pensé à ça le 8 mai, pendant les festivités de Halloween. Le 8 mai, il y a des milliers de gens qui ont vécu la même chose. Les mêmes, qui ont vu les mêmes images, les mêmes événements. Et il y a des milliers de gens qui ont fait des photos et des points de vue complètement différents. Donc il y a des milliers de photos différentes d'une même réalité. Donc en fait, cette vérité-là, l'événement il a existé, c'est une vérité qui s'est passé, va apparaître comme une synthèse de plein de subjectivités. Et cette vérité, elle a été montrée sous plein d'images différentes. Donc on pourrait imaginer que c'est plein de vérités différentes. Non, c'est une vérité que des gens ont vue sous des facettes différentes. Donc ça veut dire que j'ai ma subjectivité et je vais avoir besoin de ta subjectivité, je vais avoir besoin de ta subjectivité. Donc là, on peut, ensemble, dans la vision socratique, ne pas s'opposer, mais que nos subjectivités deviennent complémentaires. Et l'objet du dialogue, il va servir à ça, à monter comme des échelles vers une vérité plus universelle. Donc c'est ça que je cherche à faire, Socrate. Pour sortir des égocentrismes, des particularismes, des désirs forcenés de l'ego. C'est ça, cette démarche. Donc, là, on n'est pas du tout dans la vision des sophistes qui vendent la vérité. On n'est pas, le rôle du philosophe pour Socrate, c'est pas de transmettre du pré-mâché, du pré-pensé, mais c'est de poser les bonnes questions. C'est là, c'est un art majeur, la maïeutique. Tout le monde ne peut pas se dire maïeute. C'est poser les bonnes questions pour que l'élève puisse faire émerger de lui la connaissance. Donc, c'est vraiment une posture auquel on n'a pas du tout l'habitude. Et c'est ça l'art du dialogue socratique. Et ça s'appelle la maïeutique, l'art d'accoucher, l'art de faire émerger le questionnement, la connaissance par le questionnement. Donc c'est là qu'on va trouver cette analogie entre l'art d'accoucher l'esprit en analogie avec l'art d'accoucher les corps. La mère de Socrate, je me souviens, une sage-femme. Donc la sage-femme, c'est fait être permettre l'enfant de sortir du ventre de sa mère, et le philosophe, il va permettre aux idées de sortir de l'esprit humain. C'est pour nous. Donc faire sortir une idée, un point de vue, là ça
permet de la confronter au monde, elle peut devenir vraie. Hein, si une idée elle reste dans notre tête, elle va rester quoi? Une croyance. Hein. Une croyance, c'est accepter les choses comme vraies sans les avoir vérifiées dans nous-mêmes. C'est ça une croyance. Donc, pour accéder à une vérité supérieure, il faut un dialogue. Hein. Ou plus précisément, ce dialogue va s'appeler la dialectique. Donc, la dialectique, hein, donc c'est, comme je le disais, deux discours qui semblent contradictoires. Hein, donc, Hippias dit quelque chose, Socrate va lui opposer autre chose, etc. Donc, grâce à ce jeu progressif de questions, Socrate il va faire tomber les fausses croyances de son interlocuteur, jusqu'à ce que la vérité s'impose, qu'elle émerge. Hein. Et c'est pour ça qu'on met deux. Le logos, dans une pratique de dialogue, le logos c'est l'intelligence. Alors, par des points de vue différents des autres, on va pouvoir élargir notre champ de conscience. Au lieu de s'opposer, on va essayer d'élargir. Donc c'est intéressant le dialogue. On peut faire le dialogue à deux, on peut aussi le faire avec soi-même, c'est plus difficile. Mais tout seul, qu'est-ce qui se passe tout seul? En général, on tourne en boucle dans le schéma de croyance. Donc la dialectique, c'est un double mouvement. Il y a un mouvement ascendant qui fait monter donc progressivement vers l'essence des choses par un processus de la pensée. Donc c'est un cheminement qui va de l'opinion jusqu'au niveau universel. Hein. Donc Platon il va donner des exemples de ça. Il va prendre l'exemple d'un artisan qui veut construire un lit. Donc il va dire que pour construire ce lit, l'artisan remonte à l'idée du lit, au modèle du lit. C'est un archétype, l'archétype du lit. Hein, c'est quoi la vertu du lit? Je sais pas, c'est d'être confortable, de permettre d'être horizontal, on s'allonge dessus, enfin voilà. Donc le lit, il va être fabriqué à l'image d'une idée. C'est-à-dire qu'avant toute manifestation dans le monde concret, il y a une idée. Donc il y a d'abord l'idée. Donc ça, c'est le mouvement ascendant, de remonter vers l'idée. Donc je fais tout le temps ça dans notre vie. Pas un scoop, en fait, on le fait. Il y a après un mouvement descendant. C'est-à-dire que l'idée, va falloir la confronter au monde concret. Je me suis confrontée avec l'idée du lit, mais pour réaliser le lit dont j'ai rêvé, je vais devoir mettre en œuvre un certain nombre d'étapes. Faire les plans du lit, trouver les matériaux, trouver le bon artisan, le bon menuisier qui va me fabriquer le lit, ou moi-même le fabriquer en développant un savoir-faire, etc. Donc, là, on est justement dans la confrontation de l'idée au monde concret. Voilà, mon idée, elle était belle, mais peut-être que mon livre est bancal, parce que je n'aurais pas su concrétiser mon idée. Donc, on peut avoir de très belles idées, mais ne pas pouvoir les réaliser. Ça, je vous apprends bien. Donc, ça, c'est l'idée de la dialectique. Après, on pourrait penser que la dialectique, justement, c'est que du pur cheminement de raison, la logique pure. Il y a cet aspect-là. Mais on se souvient que Socrate, il nous a parlé qu'il avait un daimon, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui va être une forme d'intuition. Donc quand on comprend quelque chose, souvent ça nous arrive, il y a une espèce de sentiment d'évidence qui s'impose. On a l'impression d'avoir toujours su cette chose-là. Je ne sais pas si ça nous arrive, mais moi ça m'arrive souvent. D'avoir comme une petite ampoule qui s'allume. Donc, ce qu'il va nous dire, et ça on va le trouver à travers aussi la pensée platonicienne, que la véritable connaissance, accéder à la vérité, c'est pas ajouter des couches de savoir, mais c'est dévoiler quelque chose qu'on savait déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que vérité, en grec, ça se dit aletheia, et en fait, ça veut dire non-dissimulation. Donc la vérité, c'est quelque chose qui n'est pas dissimulé. Donc, et Platon va
une théorie très intéressante qui va nous dire que connaître les choses, c'est se souvenir. Souvenir de quoi? On va appeler ça la réminiscence. Il faut savoir que chez les Grecs de ces temps-là, il y a la croyance que les âmes, on appelle ça la transmigration des âmes, on appelle ça la réincarnation en empire, c'est l'idée que l'âme va migrer d'un corps à l'autre. À chaque nouvelle incarnation, elle va oublier les connaissances accumulées dans ses existences antérieures. Mais ces connaissances, elles sont là quelque part, elles vont se réactiver à l'intérieur de l'âme. Elles vont être alimentées par de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. Donc il nous dit, Platon, que notre âme, elle se souvient qu'elle a déjà contemplé les grandes idées, les modèles intelligibles, elle a déjà contemplé les obstacles. Donc dans le connais-toi toi-même, socratique, il y a cette idée que de l'examen de soi, tout ce travail-là, on va le faire aussi en acceptant de regarder à l'intérieur de soi. Si on n'accepte pas, il ne se passe rien. Alors on va refuser de dire, on va dire, Socrate, fiche-moi la paix, comme la plupart faisaient. C'est pour ça qu'il s'est vu aussi des ennemis. Parce qu'on ne pense pas quelqu'un à faire un travail sur lui, ou à se mettre en piste. Mais cet examen de soi, il va passer par un dépouillement pour trouver justement, dévoiler une vérité déjà présente en nous pour nous avons oublié. Donc, la magnétique socratique, ça va permettre de, justement, par le dialogue, de réactiver des connaissances, des potentiels endormis. Donc, je vais conclure cet exposé. Donc, la reconnaissance de notre ignorance, on peut faire par le dialogue avec l'ami philosophique, avec un maître en philosophie, que l'on peut faire par un examen sincère de soi-même, par un dialogue aussi avec soi-même, va permettre justement de reconnaître toutes nos fausses croyances, nos idées erronées, de notre ego, qui sont les véritables obstacles qui nous empêchent d'avancer. L'examen de soi-même, c'est se poser des questions du type qu'ai-je cru vrai? Qu'ai-je cru qui est faux? Qu'est-ce que je vois bien faire? Qu'est-ce que je fais mal? En quoi je commets des erreurs? Donc vous voyez, c'est pas intellectuel, c'est vraiment une introspection. Et on va mettre en lumière les zones d'ombre et on va pouvoir faire le constat justement qu'on ne sait pas répondre à ces questions. Donc on est ignorant. Donc comme on est ignorant, c'est le début du parcours vers la sagesse. C'est là qu'on va se mettre en mouvement. Si je dis je sais tout, je ne peux pas changer, je ne me mettrai pas en mouvement. Et si j'accepte cette ignorance fondamentale d'avoir des questions mais de ne pas savoir les réponses, je vais me mettre en quête pour trouver les réponses. Donc Socrate, il me dit que l'ignorance, elle conduit à l'amour. Elle conduit à l'élan de changement. Elle conduit à la quête de ce qui nous manque et qui est la définition des origines, la définition du philosophe socratique, du philosophe qui nous intéresse dans une école de philosophie comme la nôtre, c'est d'être amoureux. Amoureux de quoi? De la sagesse, dans le sens que philo-amour, c'est la sagesse, dans le sens de je suis amoureux de cette perfection, de cette manque. J'ai envie de me perfectionner. C'est ça l'amour. Donc il y a un double chemin qui va impliquer un choix et qui s'offre à nous. Il y a un chemin facile. Je n'assume pas mes erreurs, je reste égocentrique et pédant, je cherche des justifications, c'est toujours la faute des autres. Ça, c'est le chemin facile, on connaît. C'est le terrain connu, ça. Le terrain connu. Et puis il y a la terre inconnue. Donc, j'accepte qui je suis et je décide de m'améliorer. Ça, c'est le chemin le plus difficile. C'est le chemin du philosophe. Et ça demande deux immenses qualités pour démarrer ce chemin. Mais tout le temps qu'une immense qualité. On est sur ce chemin. C'est l'humilité. Justement, de reconnaître son ignorance et le courage. Ça, c'est les deux grands aspects. Si on est humble, on va accepter de se regarder comme on est. On va accepter des choses un peu... Toutes nos carences, nos manques, on appelle des défauts.
ce qui nous fait défaut. Et puis, on va aussi voir ce qui est bien, ce qui est vertueux. Tout ce qui est, s'il faut pas voir que les aspects négatifs, s'il faut voir tous les aspects positifs, voir toute l'histoire, tous les pas, tous les avancements qu'on fait. Et c'est ça le chemin que me parle Socrate. Pour lui, renoncer à cette capacité de transformation, c'est être mort. Et son exemple même de vie nous montre qu'un homme en paix avec sa conscience, c'est ça le véritable stage. Qui peut à chaque instant être devant sa propre mort et affronter le mystère de la mort sans faiblir, que ce soit la guerre ou que ce soit lors de son décès. Et donc, je vais finir bientôt là. Il nous dit que le bien suprême pour arriver à faire ce travail, c'est ce bien suprême que va chercher Socrate, c'est la vertu. Et la vertu avec un grand V, elle est constitutive du bonheur. C'est-à-dire qu'un être humain heureux est un être humain vertueux. C'est-à-dire quelqu'un capable de vivre ses valeurs et ses principes dans sa vie quotidienne. Donc la pratique de la vertu, c'est le travail de base sur le travail de base sur soi et du connaissance soi-même. Donc s'examiner par l'examen, le dialogue, pour se transformer et s'améliorer, c'est le chemin vers le bonheur. Donc je vais conclure cet exposé par avec Socrate, qui nous dit: mes amis, rappelez-vous qu'une vie que l'on passe sans se poser de questions, sans s'interroger, sans se chercher, cette vie-là ne vaut pas la peine pour la vivre. Bravo!